Voilà, je fais une enquête. Je me demande comment vivre la spiritualité aujourd'hui, que ce soit les institutions politiques, les institutions religieuses, il y a une perte de confiance, j'ai l'impression. Et comment on peut vivre sa spiritualité aujourd'hui sans être intégré à une religion ou un mouvement religieux? Est-ce qu'il y a une voie? Je crois que c'est un appel intérieur. La spiritualité, c'est une façon de mieux relationner avec soi. On rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment, de relationner avec soi, avec les autres et avec le cosmos. Je crois que c'est un petit peu la fin des religions pour aller vers la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une notion de liberté dans la spiritualité. Je crois que la spiritualité, elle peut s'exercer en faisant cuire un œuf sur le plat. On peut être un scientifique et être spirituel, il n'y a pas besoin de rentrer en religion. Je crois aussi que la spiritualité nécessite d'avoir les pieds bien ancrés. Comme je dis souvent, si on avait deux ailes matérielles, nos ailes de géants nous empêcheraient de voler. Si on avait deux ailes légères, non matérielles, éthérées, on ne pourrait pas non plus voler, elles ne seraient pas assez puissantes. Il faut une aile matérielle et une aile spirituelle. Alors plus on étudie la science et plus on s'aperçoit que elle est faite de mystères, elle est faite d'interrogations, elle est faite de spiritualité. C'est pas incompatible d'avoir de la science et de la spiritualité. Mais je suppose que c'est assez tranché, il n'y a pas un peu deux camps chez les scientifiques? Mais ça dépend aussi des pays, parce que je crois qu'en Italie, il n'y a aucun problème pour mener une carrière à la fois de scientifique et avoir sa spiritualité. On ne va pas forcément la mettre en avant, mais on peut avoir les deux. En France, c'est un petit peu plus difficile. On pourrait comparer les deux. La science est une méthode d'exploration extérieure. La spiritualité est une méthode d'exploration intérieure. Ouais, mais on vous dirait, la spiritualité, si c'est une méthode d'exploration intérieure, elle est basée sur quoi? Sur quel fondement? Puisque on interprète comme on veut, ce qu'on veut. Je veux dire, qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas en train de se leurrer? Que par exemple on n'a pas extrêmement peur de la mort et que pour se rassurer du fait qu'on va mourir et pour se donner des explications à tout ce qu'on n'explique pas dans ce monde, on ne se met pas un dieu et ça nous rassure et comme ça on peut dormir. Je crois qu'on pourrait donner une définition incomplète puisque chaque définition sera forcément incomplète, mais on a tous la nostalgie d'une unité. D'ailleurs, vous voyez bien, les physiciens théoriciens cherchent désespérément la théorie unifiée. On parle de champ unifié. C'est vrai. On essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que le cerveau fonctionne d'une façon unifiée, sinon on serait soumis à de la schizophrénie ou à des pathologies mentales. Et de même, le corps il fonctionne d'une façon unifiée. Donc pour moi, la spiritualité, c'est la science de l'unité. La spiritualité, c'est abattre les cloisons qui séparent pour essayer de comprendre de façon liée le monde qui nous entoure. C'est ce que j'appelle une reliance. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, j'ai un travail de scientifique, et quand je fais mon travail de scientifique, je ne mets pas ma spiritualité en avant. Mais quand on pousse toute discipline, on voit bien que la quête de chaque discipline, c'est d'arriver à cette notion d'unité. Pourquoi on a besoin de vivre en couple? C'est parce qu'on a cette nostalgie d'une unité qui n'est plus. Pourquoi les chercheurs en physique théorique essayent de trouver depuis la voie impulsée par Albert Einstein cette notion d'unité? C'est parce qu'ils ont en eux cette profonde nostalgie de l'unité. Alors, un sage indien, Swami Vivekananda, disait malheureux celui qui naît avec une religion et meurt avec cette même religion. C'est-à-dire en Inde, c'est pas incompatible d'être scientifique et d'avoir une vie spirituelle. On peut être chrétien sikh, chrétien jaïniste ou sikh musulman. Voilà. Je crois que ces deux rationalités qui sont complémentaires et non pas opposées. Si on va un peu plus loin dans la comparaison, la spiritualité, elle essaye de vivre l'unité, alors que le travail de la science, c'est de déconstruire le monde par des méthodes à la fois expérimentales et théoriques.
décomposer, défusionner, et après essayer de reconstruire. On a tous fait cette expérience, c'est très facile de démonter un réveil, mais quand on se retrouve devant les pièces devant nous, qu'on a démonté avec une facilité déconcertante, il est beaucoup plus difficile de les remonter. Je crois qu'on n'a pas vraiment compris le discours de la méthode de Descartes, qui n'est pas du tout ce qu'on en a fait. Descartes travaillait souvent dans son lit, il était quelqu'un qui rêvait beaucoup, il accordait beaucoup de temps au rêve et à la rêverie. Il a dit décomposer le problème en autant de parties qu'il se peut pour le mieux comprendre. Mais on pourrait paraphraser Descartes en disant décomposer le problème en autant de parties qu'il se peut pour ne plus le voir. C'est-à-dire une fois qu'on a décomposé, on n'arrive plus à recomposer l'unité. Le mystique, il cherche à décomposer son ego d'une certaine façon. On ne peut pas vivre sans ego, mais effectivement, comprendre comment on fonctionne, comprendre sa part d'égotisme, c'est tout un travail qu'on est amené à faire. Je crois qu'il faut mettre de la rationalité dans la spiritualité, de la spiritualité dans la rationalité. Et c'est de cet équilibre savamment composé qu'on pourra avoir une science humanisée. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une science à leur portée. Quand un prix Nobel est décerné à un physicien, à un biologiste, rien qu'à entendre le titre des travaux, on n'y comprend rien. Cette année, Serge Haroche a reçu un prix Nobel de physique, et le prix Nobel de physique qu'il a reçu, ça porte sur l'électromagnétisme d'une boîte, en boîte. Donc on a du mal à comprendre tout ça, quoi. Vous avez... votre spiritualité, elle est née durant votre vie ou vous êtes né avec? Je suis né avec, parce que je pense que j'ai toujours eu un rapport privilégié avec la nature, j'aime la nature, et puis j'ai peut-être, alors certains diront une névrose, hein, j'essaye de voir les points communs entre les choses, ce que j'appelle la reliance, qu'est-ce qui les lie, ces choses, les unes avec les autres. Et c'est ça qui m'a amené à envisager, non pas des disciplines opposées, mais complémentaires. Vous voyez, par exemple, les sciences dures ne sont pas les sciences humaines. On a l'impression que les sciences dures sont inhumaines et les sciences humaines sont molles. Ça me paraît absurde. Je crois que la nature, elle est une et indivisible. Elle ne fait pas la différence entre la physique, entre la biologie, la chimie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. C'est un savoir qui se décline en fonction des disciplines. C'est les hommes qui sont limités et qui ont du mal à aller d'une discipline à l'autre. Alors je ne suis pas le premier à le dire, on appelle ça la pensée de la complexité. En France, il y a un illustre représentant du nom d'Edgar Morin. Mais je crois qu'on a vraiment besoin de ce lien, puisque avec le temps, on constate une sorte de dérive des continents. Ça me fait penser à une scène qui m'avait frappé quand j'étais jeune. J'étais en vacances à Lorient et j'ai vu un couple, le monsieur était marin et la femme allait l'attendre pendant plusieurs mois. À l'époque, on partait de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ma famille est près de Lorient, donc je vois, et donc, visualise bien. Ce couple se séparait, c'était un couple relativement jeune, et la dame a croqué dans une pomme et l'a lancée à son mari, le bateau s'éloignant, puis lui-même a repris la pomme et l'a relancée, et évidemment, ça a fait 2-3 allers-retours, et puis après, le bateau a atteint une distance critique et la pomme est tombée dans l'eau. D'une certaine façon, la communication était rompue. Après avoir connu une intense communication, elle était interrompue. D'une certaine façon, c'est ce qu'on voit au niveau des disciplines. Je trouve qu'il faut retrouver ce lien entre les disciplines. Ce n'est pas simplement un luxe d'intellectuel, c'est une nécessité. Je crois que le grand public a besoin de comprendre la science, c'est quand même nos impôts qui payons ces scientifiques. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas le rôle des scientifiques qui sont dans le pur et dur et ceux qui justement la rendent accessible au grand public? Parce qu'il y a quand même des scientifiques qui sont excellents dans ces domaines-là. Il y a les popularisateurs, j'aime pas le mot vulgarisation, parce qu'il y a le mot vulgariser et vulgaire. Je crois que oui, il y a des gens qui essayent de faire les liens entre les disciplines, mais je crois que ça devrait être enseigné à l'université. On devrait plus insister sur les liens entre les disciplines. Je trouve que c'est anormal qu'un économiste ne connaisse pas la physique, les bases, comme c'est anormal qu'un physicien ne connaisse pas les bases de l'économie. Je crois qu'on doit véritablement retrouver ce qu'on pourrait appeler l'esprit des peuples premiers.
Dans une ethnie simple, première, tout le monde est capable de chasser, mais il y aura des gens qui chasseront mieux que les autres. Oui. Tout le monde comprend les rouages de la société dans laquelle on vit. Là, on ne comprend pas ce que fait son voisin de palier, on a du mal à comprendre. On se déresponsabilise aussi pas mal, j'ai l'impression, parce qu'on se dit, je peux pas comprendre la politique, je peux pas comprendre l'économie, je peux pas... Du coup, on n'est plus impliqué et on laisse faire parfois des gens qui se disent, moi je... Oui, Il va aller profiter on peut aller vers la manipulation. En fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est enseigner ces disciplines par le biais de la logique. La logique, le bon sens, et à partir de là, on s'aperçoit que l'économie, c'est pas si compliqué que ça à comprendre au niveau des bases. Je parle pas après de gens qui vont faire des travaux très techniques, mais comprendre les bases. On n'a pas les bases. C'est pas non plus aussi difficile que ça de comprendre les bases de la physique ou de la biologie ou de la chimie. Et pourtant, la plupart des gens n'ont pas ces bases. Ou peut-être pas l'envie aussi. Et pas l'envie, mais parce que je crois qu'on ne les a pas invités à aller plus loin. Je crois que l'échec de notre scolarité, c'est qu'on a essayé de remplir des têtes alors qu'on n'a pas allumé une curiosité. Les vieux hussards de la Troisième République, les maîtres des écoles, comme on dit maintenant, avaient cette capacité de donner le goût de lire, de se cultiver, et ça restait toute la vie. Maintenant, on a l'impression que nos jeunes générations sont un peu dégoûtées, quoi. Je vais vous demander, justement, donc vous avez parlé de... Vous avez toujours aimé créer des liens et vous étiez en reliance avec la nature, c'est ce qui a éveillé votre spiritualité. Est-ce qu'il y a une manière de toucher à votre spiritualité? Dans votre spiritualité, il y a de la foi, il y a un Dieu... voilà, comment elle s'exprime? Moi, je crois pas au hasard. Quand on regarde la physique, on s'aperçoit que chaque force est réglée par une constante qui est parfaitement choisie. Donc, si effectivement on raisonne en termes de probabilité, Fredol, qui était un astrophysicien célèbre en son temps, disait: c'est aussi peu probable qu'un singe tapant au hasard des touches sur une machine électrique arrive à écrire sans aucune faute la pièce de Shakespeare, Hamlet. Comment vous direz que c'est une évolution aussi, que ce qui n'a pas marché s'est éteint, quoi? Non, mais en termes de temps, ça marche pas. Ça fonctionne pas? Non, c'est des probabilités conditionnelles. Je veux pas rentrer dans des choses trop techniques. Non, mais c'est juste parce que moi, c'est la notion de loi nous amène à envisager un univers bien réglé. Et quand il est bien réglé, ça pose le problème de qui l'a réglé. Donc, je crois à un principe créateur. De toute façon, il y a bien une cause, qu'on l'appelle Big Bang, qu'on appelle principe créateur, qu'on l'appelle Dieu. Il y a quelque chose qui a fait que le monde est monde. Et donc, ce monde s'exprime par des lois. Et ces lois, on en a une idée à travers la physique, la chimie, la biologie, toutes les sciences dures. Il y a aussi des lois de la neurophysiologie, de la psychologie. Et donc, si l'univers est soumis à des lois, c'est donc qu'il est bien réglé. Il y a un grand justicier, vous voulez dire, qui a déjà réglé les lois? Non, je pense, je vois pas forcément un dieu avec une barbe, mais je vois une intelligence énergétique et une finalité dans l'univers. Mais dont vous faites partie, ou dont nous faisons partie? Forcément, on en fait partie. Mais ça veut dire pas séparer de ça? Parce que, est-ce qu'il y a une individuation là dans votre... Je crois que on s'aperçoit que tout a été fait pour qu'une conscience émerge dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Du grec ancien, anthropos, ça veut dire l'homme. Donc à partir du moment où vous avez compris que l'univers, il complote à deux choses. Il complote à nous rendre heureux. Et l'univers complote à faire émerger une conscience. À partir de ce moment-là, on peut rentrer dans une forme... Pourquoi vous dites il complote? Qu'est-ce qui fait que ça nous pousserait à avoir une conscience? À part le fait d'avoir une conscience. Quand je dis complote, c'est-à-dire qu'on voit bien, on va faire un petit raisonnement que tout le monde comprendra. En physique, il y a 4 forces. Il y a la force de gravitation qui fait que si on trébuche, on va tomber. Et cette force qui s'exprime dans la matière attire la matière, c'est ce qui fait que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Elle est réglée par une constante qu'on appelle la constante gravitationnelle. On l'écrit petit g, cette constante. Eh bien, si cette constante avait été beaucoup plus forte, on aurait un trou noir, c'est-à-dire un univers hyper dense. Si ça n'avait pas été assez fort, il n'y aurait pas une planète comme la Terre qui pourrait tourner autour du Soleil. Donc on a l'impression qu'elle a été bien réglée pour qu'il y ait un lien. Ensuite, on a des forces électromagnétiques qui règlent le monde de l'électricité, le monde du magnétisme et le monde de la lumière. Bien, ça règle, par exemple, on peut donner une image très très simple, évidemment, elle est simple mais pas simpliste. C'est ainsi qu'on voyait l'univers en 1913, c'est comme un petit système solaire.
Alors, au centre de l'atome, vous avez l'équivalent du Soleil, on appelle ça le noyau nucléaire, et gravite autour de ce noyau nucléaire, ce Soleil interne à l'atome, l'équivalent des planètes. C'est des électrons, ils ont une charge négative. C'est petit en masse, hein, on ne va pas donner le détail des masses, mais on peut facilement comprendre que c'est très simplifié, hein, comme une petite masse qui tournerait autour du noyau. Maintenant, les physiciens ont abandonné ce modèle. Je dis ça pour ceux qui envisageraient que je ne connais pas... Ils sont en train de sauter sur leur chaise en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Voilà. Je sais très bien que ça, c'est le modèle de Niels Bohr en 1913, et depuis... Oui, mais nous, qui sommes un peu bêta, on a besoin de comprendre, on a besoin de visualiser. Donc, si l'attraction... Alors, évidemment, Soleil au centre de l'atome, noyau nucléaire, et petite planète, électron. Le noyau, il est chargé globalement positivement. Et l'électron, il est négatif. Donc, il y a une attraction, puisque tout le monde sait qu'une charge plus et une charge moins s'attirent. Si la force d'attraction de l'électron vis-à-vis du noyau, ou du noyau vis-à-vis de l'électron, avait été beaucoup plus forte, eh bien l'électron ne pourrait pas graviter comme il gravite. Et si elle n'avait pas été assez faible, l'électron n'aurait pas pu graviter autour du noyau. Ça serait une planète solitaire, en quelque sorte. Donc ça a été réglé aussi. Et la force Comment s'appelle cette force ? La constante de structure fine. Donc qui n'a rien à voir avec la gravité. Là, non, c'est autre chose. Hein. Et pourtant, là encore, c'est juste parfait. Ce serait un tout petit peu plus, ce serait pas parfait. Ce serait un tout petit peu moins, ce serait pas parfait. Une variation. Allez, on va caricaturer... Pour ceux qui seraient un petit peu scrupuleux et tatillons, voilà. On va dire, si on caricature, si on change d'un millionième, eh bien, l'atome ne serait pas possible. Et l'atome est à la base, évidemment, de tout. Et l'électromagnétisme est la base de la chimie elle est à la base de la vie. Et de même, si les deux autres forces qui sont propres au noyau, qu'on appelle les forces nucléaires fortes et les forces nucléaires faibles, n'avaient pas été réglées, elles aussi, par leurs deux constantes convenablement, alors à quoi sert la force nucléaire forte? C'est elle qui assure la cohésion du noyau. Donc si elle avait été trop faible, alors le noyau n'aurait pas été en cohésion, et donc l'atome n'aurait pas de sens. Et si elle avait été beaucoup plus forte, c'est pareil. Le noyau aurait fini par attirer trop à lui l'électron, et puis l'atome ne serait pas structuré comme il est. Et la radioactivité, qui est liée à la force nucléaire faible, elle est aussi parfaitement réglée. C'est ce qui permet à notre planète d'avoir une certaine température, etc. Donc ces quatre forces qui sont liées à quatre constantes sont parfaitement réglées. Et à tel point que Brandon Carter a développé ce qu'il appelle un principe, donc en mathématiques un principe ne se démontre pas, un principe anthropique fort, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'univers a été réglé au niveau des constantes pour qu'une conscience puisse émerger. Et c'est un principe tout à fait, il y a plein de scientifiques qui... Donc c'est comme si on est dans un grand jeu, où le but du jeu c'est de s'ouvrir à la conscience. S'il n'y avait pas de conscience... mais elle est déjà là, la conscience, vous parlez d'une conscience autre. Oui, mais une conscience minimaliste. C'est-à-dire imaginez le minimum de conscience qu'on puisse concevoir. Mais alors, on a parlé, par exemple, il y a de la conscience dans les minéraux. Minimaliste. Minimaliste. Quand vous dites... tout a été fait pour que ce monde s'ouvre à la conscience, est-ce que c'est la conscience qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire moi je suis consciente que je vis ces choses-là, nanana, ou est-ce que c'est une conscience autre, c'est-à-dire ça doit nous ouvrir à une conscience par exemple du divin ou du mystère, ou je ne sais pas comment dire, ou de justement de s'ouvrir complètement, si on fait un rapport avec les bouddhistes, ou le nirvana, ou une ouverture du cœur, une ouverture je ne sais quoi. Ce que ça veut dire, c'est que l'univers, dès qu'il est né, parce que ces forces sont nées dans des fractions de secondes, assez rapidement le Big Bang arrive, et puis l'espace, le temps, l'énergie, la matière est créée, et les forces sont réglées pour que puisse émerger une conscience, comme s'il y avait une embryologie de l'univers. On admet la notion d'embryologie. Mais ça se trouve, on va devenir un papillon. Mais peut-être. Après, chacun ira dans la direction qui lui est propre. En tous les cas, ça porte à la réflexion. On a l'impression que la matière, elle est réglée pour qu'une conscience puisse émerger, et la conscience permet d'apprécier ce que le principe créateur a créé. Alors, le principe créateur, pour moi, je peux y voir un principe physique, tout à fait, qui est aussi valable que le Big Bang, puisqu'il y a bien une cause au Big Bang qu'on ne connaît pas. Sinon, c'est une création ex nihilo. Après qu'on l'appelle... Est-ce que c'est possible ça? Déjà, est-ce que la physique peut aller explorer ces domaines-là? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. De venir de rien? Ça existe? Non, ça n'existe pas.
Mais pendant de nombreuses années, on avait le Big Bang qui apparaissait comme ça, Bim voilà, ex nihilo, et puis ce Big Bang était à l'origine de tout. Donc pour un mathématicien, le Big Bang est un point singulier. Pour le physicien, cosmologiste, c'est le début de la création de l'univers. Pour d'autres, ça sera le début de la lumière, si on est spirituel. Pour d'autres plus matérialistes, le Big Bang est à l'origine de la matière. En tous les cas, il y a eu quelque chose qui a permis à l'univers d'être ce qu'il est. Et on a des preuves qu'il y a eu, il y a 13,7 milliards d'années, un point singulier. Alors c'est difficile, c'est pas vraiment une explosion, mais disons que c'est le début de quelque chose. Et on peut très bien voir l'univers comme un embryon. La rencontre spermatozoïde-ovule crée un programme qu'on appelle l'embryologie. La cellule unique se divise, et puis les cellules plus petites vont elles-mêmes se diviser. Et de division en division, un fœtus va naître, puis un bébé, et puis le bébé va devenir un adulte, il aura sa vie, et puis il deviendra un vieillard et il mourra. C'est une analogie. Que les constantes ont été créées de façon à pouvoir permettre un programme qu'on pourrait appeler une embryologie cosmique. C'est-à-dire que ça s'est créé, ça s'est développé. Alors je crois qu'on arrive à un point où science et spiritualité se rencontrent. Pendant de nombreuses années, science et spiritualité se sont envisagées, dévisagées. Opposé, hein. Opposés, mais pas tout le temps, parce que dans l'Antiquité, science et spiritualité faisaient bon ménage. Pendant la période des Omeyyades, dans le monde arabe, science et spiritualité faisaient aussi bon ménage. Et puis il est arrivé une période, un petit peu à l'image de ce couple qui se séparait en croquant la pomme, où le bateau s'est trop éloigné, le bateau de la rationalité, et sur le quai il y avait le bateau de la spiritualité, le quai de la spiritualité. Et finalement, entre le quai et le bateau, il y a eu une sorte de dérive des continents, d'éloignement. Et on est en train de reconquérir un espace, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a deux rationalités. Il y a la rationalité que la science fait émerger, mais il y a une autre rationalité qui est la rationalité du mystique et de la spiritualité. C'est-à-dire ? Eh bien, je crois que la science avance selon un esprit analytique. Ouais. Le mystique, lui, essaye d'avancer avec une pensée de l'unité. Si le scientifique travaille à décomposer le monde et à comprendre le mystère du monde, le mystique travaille à vivre ce mystère. Et donc, il y a vraiment deux rationalités complémentaires. Dans l'Égypte antique, les Égyptiens distinguaient la logique rationnelle de la logique du cœur. Ah bon. Et donc, ces deux logiques composaient sans problème dans leur société. On le sent bien, hein. De toute façon, si les scientifiques ne font pas, pour certains, l'effort de le faire, le grand public le fait. Je crois que la science est déjà en train d'évoluer, les gens sont en train de faire les liens que les scientifiques ne peuvent pas toujours faire, parce que ils sont... la tête dans le guidon. Voilà, la tête dans le guidon, puis ils ont aussi un devoir de réserve. Il y en a qui vont populariser les découvertes scientifiques, et puis il y en a d'autres qui vont aller bien au-delà, et qui vont comprendre qu'il y a vraiment un lien entre la matière et la spiritualité, et que finalement, le mystique, il a une sorte de petite lumière en lui qui le dispense de croire. Donc il n'est plus dans la croyance, il est dans la certitude. Et c'est peut-être ça la différence fondamentale. La science a introduit une méthodologie de doute, de scepticisme, alors que le mystique, lui, il est dans la certitude. Et juste pour savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un but à être sur Terre ? Oui, je crois que on est sur Terre pour être instruit par la matière, on est sur Terre, alors après, les gens soit considèrent qu'il y a une vie avant la vie et qu'il y a une vie après la vie. Je ne répondrai pas à cette question, chacun a sa conviction, mais je crois que notre passage sur Terre, il est là pour nous permettre de réaliser ce que la nature fait très bien. Un atome, il n'a pas de mérite, il résonne avec le principe créateur, il est en résonance au sens vibratoire. Et une cellule, elle n'a pas un choix, elle est programmée pour être en résonance, en harmonie avec le principe créateur. Et l'homme, il a cette liberté d'être ou de ne pas être en harmonie avec le cosmos. Et peut-être qu'on est venu sur Terre pour arriver à cette certitude qu'a la matière, puisqu'elle résonne, voilà. Et peut-être notre passage sur Terre, c'est d'être confronté aux deux grandeurs qui existent dans l'univers, d'un côté la lumière et de l'autre la matière. Et d'être instruit par la matière et la lumière. Mais pourquoi faire être instruit ? Pourquoi on devrait être instruit ?
Eh ben, Pourquoi on serait pas un atome s'il est en vibration avec l'univers, si il n'a pas besoin... Quoi, voilà, il y a de la parce conscience qu'on a une partout. conscience supplémentaire, et peut-être que... Mais qui nous handicape aussi, puisque justement, on a vu, elle nous sépare aussi. Oui, mais la difficulté ne doit pas rester difficulté, c'est à nous de reconquérir cette notion d'unité. Peut-être que l'atome, il a cette capacité que le principe créateur lui a donnée d'être en résonance avec l'unité, mais nous, on doit conquérir cette résonance en conscience. Et peut-être qu'on est amené à mettre de la conscience sur des programmations qui sont propres à la matière et à l'atome. Bon, bah au travail alors. Merci beaucoup. Je vous en prie.